se construit forcément avec ce qu'on connaît, ce qu'on a connu, ce qu'on croit connaître de nos racines. Et je sais qu'il y a forcément une part de fantasme dans l'histoire que je me raconte. Mais je l'assume. Je choisis d'écrire cette histoire de façon à ce qu'elle me convienne et ce qu'elle m'aide dans mon évolution. Et je me suis toujours dit que je devais être indépendante, vraiment farouchement indépendante, et que je ne devais dépendre de personne et certainement pas d'un homme. Je m'appelle Yasmina, j'ai 35 ans, bientôt 36, et j'ai une fille qui a 9 ans et demi. Je suis d'origine marocaine par mon père. Je suis divorcée depuis quelques temps et je suis chef-monteuse depuis une quinzaine d'années maintenant. Lorsque j'ai proposé à Yasmina de participer au podcast, elle était justement en train d'écrire un projet de documentaire sur l'histoire de sa mère. Marquée par son modèle maternel, Yasmina a choisi, elle, un autre schéma, celui de l'indépendance. Yasmina, c'est une femme puissante, inspirée à l'origine de sa grand-mère paternelle. Je crois que tu portes un regard particulier sur ta grand-mère paternelle. Est-ce que tu peux me parler d'elle ? Donc ma grand-mère ne parlait pas français du tout, elle était donc analphabète, etc. Et elle gérait cette ferme, donc c'est dans un petit village qui s'appelle Naïma. Et je la voyais, on va dire, une fois par an, on allait passer 2-3 jours chez elle. Elle était tatouée sur le visage et sur les poignets et les chevilles, ce qu'on appelle les tatouages berbères ou amaziques. Et ça m'a toujours fascinée. Elle avait toujours 2 bracelets en argent sur les poignets. Elle était souvent habillée avec des couleurs assez claires, alors qu'on était dans un environnement hyper poussiéreux, quoi. Et elle avait les cheveux orange à cause du henné. Donc je l'ai un peu mystifiée un peu comme ça. Enfin, j'en ai fait un peu une espèce d'esprit ou de sorcière, voilà. Un modèle de femme aussi un peu. Peut-être aussi, oui, parce que c'est vrai qu'elle a dû élever... Enfin, j'ai pas connu mon grand-père, il était mort aussi depuis plusieurs années. Donc oui, elle a dû gérer quand même une famille de 11 enfants, toute seule, quoi. Donc oui, une femme forte. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de puissance et de mystique qui me plaît et que je m'approprie aujourd'hui. Le féminisme, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, qui par contre est très structuré depuis 5-6 ans, que j'ai vraiment nourri de livres, etc. depuis quelques années, mais je pense que ça a toujours été là parce que j'ai toujours senti, on va dire, une espèce d'injustice dans le traitement des femmes, que ça soit déjà dans le milieu familial, en fait. Je le constatais, que ça soit du côté paternel, où je voyais bien que mes tantes n'ont pas été à l'école, contrairement à mes oncles. Donc elles n'ont pas eu la possibilité de faire d'études, elles n'ont pas été financées, elles ont juste été mariées. Quand on allait au Maroc, en fait, on les voyait pas, ou peu. En fait, à partir du moment où on était un certain nombre dans la maison, les femmes restaient en cuisine ou dans une autre pièce. Toutes les femmes, sauf moi, ma mère et ensuite ma sœur. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est parce que ma mère est française et que du coup on n'a pas tout à fait le même statut. Donc il y avait déjà sur la socialisation, il y avait un truc comme ça, un peu gênant. Quel regard tu portais enfant là-dessus, toi ? Je trouvais ça pas juste, d'une part, parce qu'on voyait bien que c'est elle qui faisait tout le boulot et que les mecs, voilà, ils s'étaient assis dans le salon à discuter et prendre des nouvelles et à faire un peu les importants, quoi. Et en même temps, j'étais assez... je sais pas si c'était une sorte de fierté de me dire je suis avec les hommes. J'ai le droit, ou l'autorisation, d'être avec les hommes. Donc j'avais un statut à part. C'était un peu ambivalent, quoi. Après, il y a aussi du côté de ma mère, parce que je l'ai toujours trouvée dépendante de mon père. Et que je trouvais ça de la même façon complètement injuste, parce qu'elle était dépendante financièrement.
et donc elle était en quelque sorte soumise. Donc je me suis toujours dit, dès l'adolescence, que je ne me mettrai jamais en couple avec un homme qui ne fait rien. J'avais dit, d'ailleurs ma mère me le ressortait souvent, je lui avais dit, écoute, moi, si j'ai un amoureux, ce sera un amoureux qui fait la cuisine et la vaisselle. Voilà, c'était mes critères, mes critères de choix. Je me suis toujours dit que je voulais pas répéter le modèle de mes parents, parce que ma mère était très dépendante financièrement de mon père, parce qu'elle a arrêté de travailler à la naissance de ma petite sœur. Et donc, les revenus, c'était mon père. Donc, si elle partait, elle n'avait plus rien. Et comme elle a toujours mis ses enfants avant tout, ce qui est super, enfin, ce qui a été super pour nous, elle a quand même fait énormément de sacrifices que moi, je n'aurais pas voulu avoir à faire. Donc, j'ai toujours fait en sorte de faire un peu comme je l'entendais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve vachement dans mon parcours, c'est que finalement, à chaque fois qu'on va m'opposer quelque chose, j'essaye d'aller contre et d'être capable de prouver que ouais, je peux le faire, et je peux le faire toute seule, et si ça rate, c'est pas grave, c'est que à cause de moi, quoi. Ma mère, elle était très maternelle, même si j'ai pas souvenir de gestes de tendresse, etc. Mais en tout cas, elle était tout le temps là pour nous, quoi. On n'a jamais été à la cantine. Elle venait nous chercher tout le temps à l'école, nous emmener aux activités, etc. Donc, elle était beaucoup là. Après, j'ai pas souvenir de conversations très profonde, on va dire, sur le sens de la vie, etc. C'était vraiment une présence au quotidien pour s'assurer qu'on grandissait bien, quoi, on va dire. Et qu'on devenait des personnes sages. Voilà, qu'on grandissait, qu'on soit sage. C'était un peu le truc. Il fallait pas déranger, fallait pas... Oui, c'est ça, fallait pas faire de bruit dans la société, on va dire. Fallait pas râler, pas se rebeller, pas... D'où ça vient, ça, selon toi ? Je pense que ça vient de sa propre histoire, en fait. Donc, elle n'a pas connu son père, et je pense que du coup, elle est arrivée dans un moment où c'était un peu compliqué pour la famille. Je pense qu'ils ont été, du fait du départ du père aussi, un peu déclassés socialement, etc. Et que du coup, étant aussi la plus petite, elle a dû être très couvée, très protégée. Et voilà, il fallait qu'elle reste dans son petit coin et qu'elle fasse pas de bruit. Je pense que ça doit venir de là. Donc elle a dû reproduire tout simplement, quoi. Ma grand-mère avait l'air d'être quelqu'un de très strict aussi, très croyante aussi. Ils allaient à la messe tous les dimanches. Voilà, donc je pense que c'était vraiment un truc familial d'être sage. Voilà. Quel regard tu portais sur le couple de tes parents ? Finalement, aussi loin que je me rappelle, je les ai jamais vus s'embrasser ou se prendre dans les bras ou quoi que ce soit. Quand j'étais vraiment petite, ils se taquinaient pas mal. Plus tard, ces taquineries, pour moi, je les interprétais plus comme du harcèlement moral, finalement, de mon père sur ma mère, parce que elle prenait du poids, parce que elle était malentendante. Et ce truc de t'entends pas ce qu'on te dit, de toute façon tu comprends toujours de travers, etc. C'était quelque chose qui était très présent et qui, je pense, la limitait aussi dans sa vie de tous les jours, quoi. Elle se sentait rabaissée, en fait. Je trouvais ça pas juste, parce que même si des fois, effectivement, elle comprenait mal et tout, ça me mettait un peu mal à l'aise, quoi. Ça participait à ce sentiment que je disais tout à l'heure, que je voulais pas dépendre de quelqu'un qui pourrait avoir ce pouvoir, enfin, duquel je devrais encaisser ce genre de remarques, en fait.
puis il y a eu aussi le fait que je me suis rendu compte assez jeune que mon père était devenu alcoolique. Donc le jour où vraiment je m'en suis rendu compte, je devais être peut-être en 6e ou 5e, je pense 6e. Je me rappelle très bien de la scène, je faisais mes devoirs, donc il y avait mon frère à côté de moi, ma mère en face. Et là, mon père rentre dans la pièce, se prend la porte en titubant. Et il venait de recevoir un appel comme quoi il devait aller faire un accouchement, je pense. Enfin, voilà, il devait aller au travail. Et là, j'ai vu un peu l'effroi, enfin la peur dans les yeux de ma mère, qui lui a dit « Mais tu ne peux pas y aller dans cet état-là ». Et donc là, il s'est mis à gueuler « Mais si, mais ça va très bien, c'est bon, il n'y a pas de problème ». Et vraiment, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait un vrai problème avec l'alcool et que ça mettait en danger d'autres personnes que nous, quoi. Ça pouvait potentiellement mettre des personnes en danger à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris ça et que je pense j'ai, entre guillemets, tiré un trait sur l'innocence de l'adolescence, quoi. Ou de l'enfance même. J'étais un peu entre les deux. Donc voilà, enfin, c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit je suis une adulte. Et à partir de ce moment-là, j'ai en quelque sorte je me suis mis dans la position de prendre soin de ma mère, de la protéger, en fait. Donc, je me suis peut-être plus souvent interposée entre eux pour essayer de faire redescendre la pression. Je me suis plus impliquée, on va dire, dans les disputes. Je me suis aussi plus rebellée, je pense, contre mon père. Et puis, je me rappelle que plusieurs fois lui avoir demandé à ma mère « Mais pourquoi tu divorces pas? Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu… » Et systématiquement, elle me disait « Mais parce que vous êtes là. C'est vous d'abord, c'est votre bien-être d'abord et je partirai quand vous serez indépendant. » Et j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi ma mère n'avait pas divorcé. Même si je suis certaine qu'elle en a eu envie plusieurs fois, je pense qu'elle est jamais partie parce qu'elle a manqué cruellement d'un père. Et qu'elle se disait qu'elle en avait tellement manqué qu'elle ne pouvait pas priver ses enfants de ça, même si c'est un père dysfonctionnel. J'ai éprouvé beaucoup de colère pour mon père pendant des années. Comment elle a évolué la relation avec ta maman pendant ces années où c'était tendu avec ton père? Avec ma mère, on s'est quand même rapprochés parce que clairement, elle a fait le choix de ses enfants. Hein. Elle avait pris aussi, je trouve, en indépendance. Elle demandait plus l'autorisation pour prendre le train et venir nous voir. Elle en faisait finalement, entre guillemets, qu'à sa tête. Je me rappelle aussi lui avoir constitué tout un dossier au cas où elle demande le divorce. On avait préparé tous les papiers au cas où. Finalement, on ne l'a pas fait, mais on sentait qu'elle était prête à passer le pas si ça ne s'arrangeait pas, quoi. Aujourd'hui, malgré de nombreuses turbulences, ça se passe bien avec mon père. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, mais bon, je me dis peut-être qu'elle a eu raison. Je sais pas. À quand remonte ton désir d'être mère? Avec mon ex-mari, on avait décidé de se marier. Et quasiment dans la foulée, enfin la même année où on avait décidé de se marier, on s'est dit on va faire… Enfin, on avait envie d'enfant. Mais c'était une envie d'enfant plus pour se recréer une famille. Et on avait besoin, oui, d'une espèce de remise à zéro, de se dire nous, on va faire différemment et nous, on arrivera à avoir une famille heureuse. En tout cas, je m'étais déjà dit que je ne ferais pas comme ma mère qui restait avec mon père pour ses enfants. C'est-à-dire que si un jour le couple ne fonctionnait plus, voilà, je pense que pour avoir des enfants heureux, il faut que les parents soient heureux, ensemble ou séparés, ou voilà, mais
Et même si on est divorcé aujourd'hui, je pense qu'on est toujours une famille heureuse. Je pense pas qu'on ait failli à cette mission. Je pense pas que la séparation ou le divorce, ça soit un échec. Donc, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que c'était une fille ? Ça m'était égal que ça soit une fille ou un garçon, mais je pense que j'étais super contente de me dire c'est bon, je sais comment ça marche. Et très vite, je me suis dit que elle serait indépendante et que de toute façon, elle ferait sa vie, elle ferait ce qu'elle veut de sa vie et que voilà, il y a de fortes chances qu'elle soit encore meilleure que moi. Je ferai en sorte qu'elle ait pas les mêmes obstacles à traverser que moi. Je me suis dit que j'allais beaucoup la câliner aussi, parce que mes parents sont pas du tout tactiles, quoi. Donc effectivement, je lui fais beaucoup de câlins, tout ça. Après, par contre, c'est vraiment que ce soit même la grossesse ou les toutes premières années, j'ai pas très bien vécu la petite enfance, en fait. Enfin, je l'analyse vraiment après coup, parce que quand on est dans cette espèce de tourbillon, on fait les choses et tout, mais je me rappelle de ce sentiment d'impuissance face à cette petite chose pas plus grande que ma cuisse qui s'exprime mais qu'on ne comprend pas, qui fait pas grand-chose à part manger, dormir. Et je me disais mais comment on va s'en sortir ? Comment je vais m'en sortir en fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et vraiment, plus ça passait, plus elle évoluait, plus elle grandissait, plus elle commençait à parler et tout, donc ça allait mieux. Mais c'est vrai que je me disais, mais je veux pas revivre cette période-là. Je pense que j'avais pas spécialement l'esprit, je sais pas si on peut dire l'esprit maternel, enfin prendre soin d'un tout petit bébé, c'était limite au-delà de ce que je pouvais faire, quoi. J'étais pas à l'aise avec ça. J'aurais jamais pu le faire toute seule, quoi. C'est heureusement que son père était là et puis qu'il adorait ça, quoi. Parce que moi, c'était plus, je l'ai vécu vraiment comme une grosse charge, plus que comme un plaisir, quoi. Quand est-ce que c'est devenu intéressant cette relation avec ta fille ? J'ai commencé à bien apprécier vers 3 ans et vraiment à adorer ça à partir de 6 ans, je dirais. Quand la réflexion commence à se former, quand on commence à regarder autre chose que des choupies et des petits dessins animés ou des petits spectacles un peu, comment dire, de la petite enfance, quoi, avec ces petites musiques qui restent dans la tête pendant des jours et voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'emmener dans les musées, à l'emmener au cinéma, à lui faire voir les films que j'avais adorés quand j'étais gamine, et puis qu'elle y réagisse et qu'elle y réfléchisse, j'ai trouvé ça génial. Donc là, maintenant qu'elle a 9 ans et demi, bientôt 10, c'est de mieux en mieux, je trouve. Qu'elle ait un bagage intellectuel, c'est important pour toi ? Oui, c'est important, mais c'est pas tant un bagage intellectuel parce que moi je l'ai pas eu pendant longtemps. Quand j'étais gamine, on n'allait jamais au musée, on n'allait jamais au cinéma. Et je veux dire, j'avais pas un bagage culturel. Mes parents n'ont pas transmis de bagage culturel particulier parce que même n'en avaient pas spécialement. Donc après, c'est plus par les études et par le travail que je fais, où j'ai été amenée à me renseigner sur plein de trucs, à apprendre plein de choses. En arrivant à Paris, du coup, découvert les musées. J'ai aussi beaucoup travaillé, surtout dans les débuts, sur des documentaires d'art. Donc j'ai découvert plein de choses comme ça. Et de voir, donc ma fille étant scolarisée à Paris aussi, de voir que dès la maternelle, on leur parle de l'opéra Carmen ou de la Joconde ou de Kandinsky ou de Paul Klee que je connaissais même pas avant. Je trouve ça génial. Je trouve que ça les ouvre vachement et que ça leur permet aussi de construire une réflexion qui est importante. Et c'est un bagage où je me dis, autant moi j'ai eu et j'ai encore l'impression de courir après ça des fois pour me mettre à niveau par rapport à d'autres personnes de mon milieu qui ont eu ce bagage-là dans leur jeunesse, qui du coup n'ont pas à rattraper ça. Moi j'ai vraiment l'impression de devoir rattraper ce bagage
Je me dis que si elle, je lui montre plein de trucs, qu'elle retient ou pas, mais elle les a vus et puis elle en fera ce qu'elle veut plus tard, mais au moins elle y est sensibilisée. Qu'est-ce que tu transmets à ta fille aujourd'hui par rapport à ton éducation? Qu'est-ce que tu essaies de ne pas reproduire, justement? Luna, j'ai fait en sorte qu'elle soit très vite autonome. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu faire très vite. Probablement aussi parce que je vivais pas très bien la petite enfance. Mais pas que. Mais j'ai voulu qu'elle soit autonome rapidement parce que je me suis dit, plus vite elle est autonome, plus vite elle pourra aussi s'occuper d'autres choses. Et puis si jamais il nous arrive quelque chose, elle sera capable de se débrouiller. Je pense que ça a été renforcé aussi suite aux attentats, Charlie Hebdo et Bataclan, où à l'époque elle avait donc 4 ans. Et je me souviens m'être dit, mais si on y avait été, s'il nous était arrivé quelque chose, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Donc il y a eu ça, et puis après, de fait, pour les choses du quotidien, très vite, on lui a appris à faire son petit déj toute seule, on mettait tout ce qu'il fallait à sa hauteur, on a mis ça dans les étagères du bas, très vite, on lui a appris à s'habiller toute seule. Aujourd'hui, depuis presque 1 an, je l'autorise de temps en temps à rentrer toute seule de l'école. Ce que ne faisait pas ta mère avec toi. Clairement, mais ma mère, même à 15 ans, elle était flippée que je rentre de l'école toute seule. Elle m'a autorisée à prendre le bus de temps en temps au lycée à partir de 15 ans, mais bon, c'était vraiment à titre exceptionnel, quoi. Et parce que j'avais mes copains qui prenaient le bus aussi, mais non, quand je lui ai dit, Luna, 9 ans, rentre de l'école toute seule. Ah bon, mais t'as pas peur, mais s'il lui arrive un truc... Bon, l'école, elle est à 200 mètres. Et puis, il y a toujours des parents qui font exactement le même trajet, qui auront un œil plus ou moins dessus. Donc, je lui fais confiance là-dessus, à Luna aussi. Sur la féminité, je lui ai très vite expliqué. Elle m'a très vite posé des questions sur les règles, sur comment on fait les bébés, etc. Enfin, à chaque fois que les questions venaient, je lui expliquais tout, de toute façon. Ce qui n'était pas toujours bien vu par d'autres parents, d'ailleurs, mais... peu importe, moi je me dis si elle le sait, qu'elle en parle dans la cour de récré, c'est que ça peut servir à d'autres. Et moi de la même façon, j'aurais adoré qu'on m'explique comment fonctionnent les règles et à quoi ressemble un clitoris et comment on est fait, quoi. Ce que n'a pas fait ma mère avec moi, ce que n'a pas fait mon père, gynécologue pourtant, avec moi non plus. C'est pas lui non plus qui m'a parlé de contraception, de tout ça, j'ai dû apprendre toute seule. Ma fille, je l'éduque de manière à ce qu'elle soit respectueuse et empathique, on va dire, qu'elle ait l'empathie pour les gens et que vraiment le pouvoir ne soit pas quelque chose qui serve à écraser les autres. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que cette puissance, elle doit servir à soi déjà et à aider les autres, quoi. Enfin, qu'elle se sente part du monde et qu'elle sente qu'elle puisse peut-être agir dessus par son comportement et par ses actes. Et surtout qu'elle soit en capacité de réfléchir et de penser ce qui se passe autour d'elle. Je pense que nos générations, elles étaient assez protégées de ça. On disait, c'est des enfants, faut pas leur parler, faut pas expliquer, vous verrez quand vous serez plus grand, vous verrez quand vous serez adulte. Sauf que du coup, moi j'ai trouvé que le passage à l'âge adulte, ou même à l'adolescence du coup, c'était hyper violent. Moi, de découvrir que le monde n'était pas juste, c'était une violence extrême pour moi, quoi. Donc j'avais pas envie qu'elle découvre ça d'un coup. Et voilà, je fais en sorte... Enfin, surtout, je pense qu'à Paris, de toute façon, avec la misère qu'il y a autour, là, on est dans le 18e, donc pendant longtemps, il y avait... sur les voies de la petite ceinture un peu plus haut, il y avait les camps roms qui étaient bidouillés avec de la tôle et des cartons. Il y a eu le centre de migrants avec toutes les tentes. De toute façon, elle le voyait. Elle a très vite été confrontée à la misère, elle a très vite été confrontée aussi
au ravage de la drogue, parce qu'il y a aussi les toxicos, il y a la colline d'Aubervilliers, La Chapelle, etc. Donc, elle était confrontée à ça. Donc, je lui ai pas caché, je lui ai expliqué les choses avec des mots, forcément des mots qui puissent lui parler, et puis à son échelle à elle. Mais très vite, elle a saisi ça. Et sur la féminité, justement, sur sa place de future femme dans la société. Bah ça c'est pareil, je pense qu'elle a très vite capté qu'il y avait quand même un petit déséquilibre. Ça, elle en a très vite été consciente qu'entre filles et garçons, c'était pas tout à fait le même traitement. À l'école, elle a milité dans la cour de récré pour que les filles puissent jouer au foot. Parce qu'elle m'a dit, tu te rends compte, les garçons veulent pas qu'on joue, et après, quand on joue, ils disent qu'on est nul, mais comme on peut pas s'entraîner, bah forcément, on est moins fort qu'eux. Donc elle a été en parler aux animateurs, elle a été en parler à la directrice. Ils ont mis en place des tours de jeu, du coup. Donc oui, je pense qu'elle est assez éveillée à tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça, quand elle te raconte ce genre d'anecdotes? Bah, je suis hyper fière, et en même temps, je me dis que je vois que c'est le cas aussi de ses copains, copines. Et je me dis, mais cette génération-là, elle va tout déchirer, quoi. Si cette génération n'arrive pas à changer le monde, bon. Et je pense que la petite génération là qui arrive, 9-10 ans, ils seront forts là-dessus. J'espère qu'ils seront plus humains et qu'ils arriveront à sortir de ce système patriarcal et capitaliste qui a fait son temps, je crois. Voilà. Tu dirais qu'elle te ressemble, ta fille? Oui. Au niveau de la force intérieure, je sais déjà que c'est une femme forte. Ce que j'essaye de lui inculquer, c'est qu'elle ait vraiment toutes les armes en main pour réfléchir et pour agir, en fait, pour changer le monde, quoi. Tout simplement, en toute humilité. Toi, tu te sens une femme puissante? Aujourd'hui, oui. Ouais. Pas tous les jours, je me sens pas puissante tous les jours. Mais depuis plusieurs années, là, je me sens vraiment une femme puissante et de plus en plus puissante. Je sais pas, moi aujourd'hui, je me sens très bien seule. J'ai pas l'impression que j'ai besoin de faire couple pour être bien. C'est en ça aussi, je pense que je me sens puissante aujourd'hui. J'ai assumé mes choix seule, je suis indépendante. J'ai une fille qui compte sur moi et qui est formidable. Et oui, je me sens capable de parer à tout. Enfin, en fait, je me dis que j'ai traversé quand même beaucoup de choses en 35 ans, même si évidemment il y a des parcours plus compliqués, etc. Mais je me suis dit, je suis passée à travers beaucoup de choses sans a priori en être abîmée, ou en tout cas en ayant cicatrisé tout ça. Et du coup, moi, je me sens solide aujourd'hui. Je me sens vraiment solide. Maintenant que je suis arrivée là où je voulais arriver, que je suis libérée de toutes les pressions, de toutes les chaînes que je pouvais avoir avant, je me dis, il faut que j'agisse à mon niveau pour que les suivants, en l'occurrence ma fille, n'aient pas les mêmes et puissent aller encore plus loin. C'est un peu aussi, je pense que c'est le sens de l'évolution, et puis c'est peut-être c'est le sens que j'ai envie de donner à la vie finalement. Après, c'est très peut-être prétentieux de dire ça, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, mon but, c'est pas forcément de laisser une trace, c'est de me dire à mon niveau, est-ce que je peux faciliter la vie d'autres par mes actions? Après, bah voilà, je fais pas de militantisme, je sauve pas des vies, je fais pas. Là, pour le coup, vu le milieu dans lequel j'évolue, mes armes, entre guillemets, c'est plutôt faire évoluer les pensées, les mentalités, quand c'est possible. Si tu devais t'adresser à ta mère aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, que je l'aime très fort, parce qu'on se le dit jamais. Que ça a été une mère formidable malgré les tempêtes, et que
qu'elle devrait avoir plus confiance en elle et que, à travers le documentaire que j'essaye de faire sur sa famille, c'est aussi une façon de lui montrer à quel point elle est importante pour moi. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à découvrir sur sa propre histoire aussi et que c'est l'occasion de le faire. Et voilà, j'espère que ça va nous rapprocher aussi au niveau de la parole et de la transmission.